Bien, alors bonjour à tous. Je vais commencer par rappeler le plan puisque nous avons eu une coupure assez longue entre les vacances et le jour férié. Alors, je vous rappelle que nous avons abordé jusqu'à présent sur un plan très théorique la question du sens et la réflexion sur la façon dont on pouvait comprendre le sens selon la nature des unités ou selon le plan d'analyse, mots, phrases, textes, etc. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais conclure cette partie théorique en dégageant 3 plans d'analyse du sens qui nous permettront de peut-être regrouper un petit peu l'ensemble des remarques que nous avons faites précédemment. Et puis, je commencerai donc la 3e et dernière partie du cours qui sera concentrée sur la sémantique lexicale. Je pense, ça m'étonnerait qu'on ait le temps d'aller beaucoup plus loin, mais on verra. Tout au moins, ce sera la 3e, peut-être la dernière partie du cours, où là, on va quitter le plan vraiment théorique pour aborder des problèmes beaucoup plus précis et plus techniques, qui sont assez traditionnels dans un cours de sémantique. Enfin, disons, peut-être plus traditionnels que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, je vous rappelle qu'à la suite de toutes sortes de parcours, notamment en parcourant les manuels de linguistique, nous avions vu que cette distinction entre les différents sens du mot sens, cette distinction assez évidente dès qu'on prend en considération la nature des éléments dont on prétend qu'ils ont un sens, hein, mots, phrases, textes, etc. Nous avons vu donc la prise en considération de la différence de signification du sens selon les unités était assez peu prise en compte, sauf pour la distinction entre le plan, disons, purement sémantique et le plan pragmatique, où là, à peu près tout le monde est assez clair là-dessus, sur cette idée qu'il y a un sens purement linguistique et puis un sens qui relève plutôt de l'énonciation, de la pragmatique, etc., qui renvoie au contexte, à la situation d'énonciation, etc. Et puis peut-être la distinction entre mots grammaticaux et mots lexicaux, qui suppose qu'il y a une différence entre le sens lexical et le sens grammatical, sans que cette différence soit forcément complètement prise en considération à l'égard du problème que cela pose de l'hétérogénéité du sens. Alors, ce que je voudrais vous dire en conclusion de cette réflexion générale qu'on pourrait poursuivre, hein, bien sûr, je ne prétends pas du tout avoir bouclé le problème, simplement je voulais vous faire sentir vraiment aussi clairement que possible que lorsqu'on parle de sémantique, ou comme ici, c'est un cours sur la signification. Bon, alors sur la signification et les théories linguistiques, donc ça suppose qu'on s'interroge un peu, mais en général, si vous voulez, quand vous prenez un manuel de sémantique ou un ouvrage ou un cours de sémantique, il est assez rare qu'on se pose la question, outre les quelques lignes d'introduction, sur le fait que ce qu'on appelle sens est très variable d'un plan à l'autre. Alors, d'un plan à l'autre, je veux dire selon l'unité d'analyse. Hein, selon l'unité d'analyse. Donc ici, ce que je voudrais conclure, et ce sur quoi je voudrais conclure, et en m'appuyant sur un texte que je vais vous présenter et commenter dans un instant, c'est l'idée qu'on pourrait dégager 3 plans. Bon, ce que je vous dis là n'a absolument rien d'original, c'est aussi quelque chose qu'on trouve d'une manière plus ou moins explicite chez tous les auteurs qui ont réfléchi un tant soit peu sur la question du sens linguistique. Il y a 3 façons, grosso modo, 3 grands plans d'analyse du sens, selon que l'on considère le sens comme ayant quelque chose à dire sur le rapport entre le langage et la réalité. C'est ce qu'on appelle parfois la sémantique logique. Je vous rappelle cette phrase de Corbelin qui vient de Frege, dont je vais vous parler tout à l'heure. Connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vrai. Donc là, si vous voulez, l'idée c'est quand même que
la signification, pour employer une formule d'un célèbre philosophe américain, Putnam, Hilary Putnam, la signification n'est pas dans la tête. Là, la signification, elle est dans le monde, dans les choses. Hein. Et du coup, l'idée, c'est que on va, dans ce cas-là, avoir besoin, pour statuer sur la vérité des phrases, notamment, eh bien, on va avoir besoin de description du monde, hein, donc d'une forme d'ontologie. Donc ça, c'est la sémantique logique. La signification, là, elle est dans le monde ou dans la société. C'est ce qu'on appelle parfois aussi l'externalisme. Hein, l'externalisme de la signification, c'est-à-dire l'idée que la signification n'est pas un processus interne. À l'opposé, vous avez la sémantique cognitive où là, la question du sens est envisagée en termes cognitifs, c'est-à-dire que ce qui va intéresser les chercheurs dans cette orientation, ce sera d'établir quels sont les processus cognitifs qui sont responsables de nos attributions de signification. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous considérons que telle expression a du sens ou pas de sens, ou alors quand elle a tel sens et pas tel autre, etc. Ici, à l'inverse, la strate du sens, si vous voulez, qui va être prise en considération et qui va être mise au premier plan, c'est la strate mentale, c'est l'idée qu'il y a donc des processus psychologiques, hein, qui sont à la fois origine et résultat de l'activité langagière. Donc je reprends cette citation que je vous ai déjà donnée, enfin c'est un extrait d'un petit texte tiré d'un manuel de linguistique, enfin de sémantique qu'on a déjà commenté. Et puis enfin, un troisième plan d'analyse qui se revendique comme étant authentiquement saussurien, si vous voulez, un peu au sens où Lacan dit qu'il est freudien. C'est-à-dire que ici, ce à quoi on va s'intéresser, c'est vraiment au rapport interne au langage, c'est-à-dire au rapport entre les signes. Donc, si vous voulez, on retrouve ici les trois sphères. Enfin, la seconde en contient deux peut-être. Il y a d'un côté la réalité, hein, dans le premier point, hein, le monde, la réalité externe, si l'on veut. Dans ce deuxième plan d'analyse, la sémantique cognitive, c'est l'esprit et le corps qui vont être pris en considération. Ce n'est pas seulement l'esprit dans un sens très désincarné, c'est un esprit incarné, hein, qui est pris en considération dans cette perspective de la sémantique cognitive. C'est-à-dire, c'est un être humain qui a un corps, un esprit, et c'est lui qui produit des significations. Et ce qui intéresse les chercheurs dans ce cas-là, c'est de savoir comment ça se produit. Et puis là, c'est la sphère sémiotique. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment le monde des signes, et le monde des signes étant perçu comme ayant une sorte de réalité autonome de droit. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le monde, le corps et l'esprit, il y a aussi une sphère des signes qui aurait sa logique propre, et c'est un point qui pourrait être discuté, mais en tout cas, c'est, disons, si vous voulez, la thèse de départ de toute perspective, disons, sémiologique ou sémiotique. Bien, alors, pour illustrer cela, je vais prendre un texte d'un auteur dont je vous ai sans doute déjà parlé, François Rastier, qui lui est un partisan de la dernière de ces perspectives que j'ai indiquées. Alors, il distingue, lui, 4 types d'approches, mais en fait, la seconde et la troisième, on peut les regrouper, mais je vais quand même vous présenter les 4 types d'approches selon la façon dont lui les présente. Alors évidemment, son propos est tout à fait orienté puisque son objectif est de montrer que les 3 premières sont très insuffisantes par rapport à la dernière qui est la sienne. Hein. Donc forcément, il y a une dimension un peu argumentative qui va dans ce sens-là dans son texte, mais je vous conseille de le lire, pas forcément parce que dans ce texte, il développe aussi son propre point de vue technique sur la sémantique telle qu'il l'entend,
et en particulier la sémantique des textes, mais vous pouvez au moins lire tout le début qui présente d'une manière très claire, je trouve, ces différents points de vue. Alors, on va travailler sur 3-4 extraits qui vont vous donner déjà un premier aperçu de ce texte. Alors, première citation, donc, une citation qui va développer un peu l'idée de cette sémantique logique. Alors, lisons ensemble, si vous voulez bien. La sémantique logique a une longue tradition, puisqu'elle a détenu la question du sens linguistique jusqu'au milieu du XIXe siècle. Elle s'attache à juger de la vérité des énoncés et des conditions auxquelles le langage peut dire le vrai. C'est pourquoi on l'appelle souvent sémantique vériconditionnelle. Donc ça, c'est un terme que vous rencontrerez souvent dans les ouvrages de sémantique. Vériconditionnelle, c'est une sémantique des conditions de vérité. J'y reviendrai tout à l'heure. Elle s'est considérablement modifiée avec la formalisation de la logique. Donc et on la nomme aussi à bon droit sémantique formelle. Donc il y a un lien entre la sémantique logique et la sémantique formelle. Hein, c'est un lien, c'est-à-dire que c'est la même chose, hein, la sémantique logique ou la sémantique formelle. C'est-à-dire que cette idée que on adopte une perspective de sémantique vériconditionnelle conduit naturellement à traiter la vérité dans des termes logico-mathématiques. Donc avec, si vous voulez, un langage logique qui est plus ou moins sophistiqué selon les modèles. Donc elle définit la signification comme une relation entre un symbole et l'objet qu'il dénote. Donc vous voyez, c'est bien le lien entre une expression linguistique et la chose dans le monde, l'objet, qui est dénoté. Donc la notion de dénotation est importante et je vais y revenir. Dans le monde de ce qui est, dans un monde possible ou dans un monde contrefactuel. Bon, ça je ne commente pas parce que ce serait trop long de commenter les notions de monde possible et de monde contrefactuel. Ce sont des termes techniques qui renvoient à des logiques, si vous voulez, ce qu'on appelle les logiques modales. Elle prend part à la division entre syntaxe sémantique et pragmatique telle que l'ont formulé Maurice et Carnap. Bon, peu importe, cette distinction syntaxe sémantique pragmatique, elle est nécessaire parce que, si vous voulez, en raison de la compositionnalité, donc elle applique aux langues les principes de description de la sémantique des langages logiques, comme le principe de compositionnalité. Donc vous voyez que cette sémantique logique, elle est fondée sur cette idée qu'on va essayer, pour être aussi rigoureux que possible dans la description du sens, de s'appuyer sur des langages formels, donc sur des langages logiques, pour décrire les langues naturelles. Alors, ce type de sémantique, et ça, bon, même si je n'ai pas le temps de développer trop longuement ce point de vue, il faut quand même que je vous dise un mot de Frege, parce que c'est vraiment le philosophe logicien qui est à l'origine, qui est la référence, si vous voulez, fondamentale de toute cette perspective. Alors, le texte qui est le texte fondateur de cette perspective, c'est un texte qui s'appelle Über Sinn und Bedeutung, qui est traduit en français, enfin qui est dans les écrits logiques et philosophiques, sous le titre Sens et dénotation. Alors, Frege distingue, et ça vous verrez, c'est très, vous connaissez peut-être déjà cette distinction, c'est une distinction très simple au fond. Il distingue entre sens et dénotation. Donc la dénotation d'une expression, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'objet du monde qui est désigné par l'expression. Donc par exemple, si je dis ordinateur, cet ordinateur, la dénotation du mot ordinateur, si je montre cet ordinateur, c'est cet objet-là. Hein, d'accord ? Et le sens de l'expression, c'est ce qui permet d'accéder à la dénotation. Donc vous voyez, il y a le langage, le monde, une expression qui a un lien avec un objet du monde. Donc l'objet auquel renvoie l'expression, c'est la dénotation.
Et la façon dont on accède à cet objet, qu'on appelle parfois aussi le mode de donation de l'objet, hein, c'est le sens. C'est ça le sens. Alors, il y a une métaphore qu'on donne souvent à ce sujet, c'est la métaphore de la lunette astronomique ou du télescope. C'est-à-dire que, grosso modo, le sens, c'est un peu le télescope qui vous permet de voir la chose qui est loin. Hein. Et avec cette idée que, selon le télescope, vous n'aurez pas tout à fait la même image de la chose, qui, elle, est une chose du monde, qui existe, qui a une espèce d'existence objective. Enfin, pas une espèce, qui a une existence objective. D'accord ? Donc, l'exemple célébrissime, c'est l'exemple que lui-même donne sur ces trois expressions. Donc, l'étoile du soir, l'étoile du matin sont deux expressions synonymes de Vénus. Hein, donc, on peut référer à la planète Vénus en disant Vénus, en disant l'étoile du soir ou en disant l'étoile du matin. Autrement dit, ces trois expressions, l'étoile du soir, l'étoile du matin, Vénus, ont la même dénotation, mais elles n'ont pas le même sens. D'accord ? Autrement dit, elles permettent d'accéder au référent par un biais différent, par un parcours différent. Hein ? Donc, la dénotation, on peut distinguer la dénotation d'un mot ou d'une phrase. Bon, je mets un mot entre parenthèses parce qu'on verra que la notion de mot est un peu approximative, mais admettons. Par exemple, un nom, un adjectif, c'est, sans entrer dans le détail, je ne sais pas si pour certains d'entre vous c'est familier, on peut décrire les noms, les adjectifs, les verbes intransitifs comme des prédicats à une place, hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est comme des fonctions, c'est-à-dire un ordinateur, on peut le décrire comme étant la fonction O de X. Mais bon, bref, je ne vais pas développer ce point, peu importe. Vous pouvez laisser ça entre parenthèses. Pour ceux à qui ça dit quelque chose, c'est une information que vous pouvez récupérer, mais sinon, on peut laisser de côté, on n'a pas besoin forcément, puisqu'on ne va pas développer plus longuement cette notion. Donc, la dénotation d'un mot, c'est soit un individu, c'est-à-dire un objet singulier, par exemple dans le cas de Vénus, c'est un objet singulier, mais sinon c'est un ensemble. Hein, la dénotation du mot ordinateur, c'est l'ensemble de tous les objets que je peux nommer ordinateur. Et puis la dénotation d'une phrase, déclarative, hein, parce que si la phrase n'est pas déclarative, ça pose des problèmes pragmatiques et du coup ça engage autre chose que la description simplement sémantique, mais dans le cas d'une phrase déclarative, la dénotation d'une phrase, c'est sa valeur de vérité. Donc, on connaît la dénotation d'une phrase pour Frege si on est capable de savoir dans quelles conditions cette phrase est vraie ou n'est pas vraie. Donc connaître le sens d'une phrase, c'est savoir dans quelles conditions P est vrai. Ou, comme selon la formule consacrée, comment doit être le monde pour que P soit vrai. Et puis dans le cas du sens d'un mot, eh bien, connaître le sens d'un mot, c'est savoir quelles sont les conditions pour qu'une certaine chose, une entité d'un monde, une entité petit x, quelles sont les conditions pour que ce petit x appartienne à l'ensemble désigné par le mot. Alors, sans entrer dans le détail, parce que là aussi c'est toute une histoire très longue et assez complexe au fond, ce courant, disons cette perspective dans l'analyse du sens renvoie à ce qu'on appelle parfois le positivisme logique, qui était au fond une réflexion philosophique qui était tout à fait critique à l'égard de la métaphysique. L'idée était, en simplifiant outrageusement, hein, mais l'idée était de dire qu'il fallait clarifier le sens pour faire la différence entre des énoncés qui disent n'importe quoi et qui sont du simple bavardage, et les énoncés qui disent vraiment quelque chose. Donc autrement dit, si
je ne peux pas donner la valeur de vérité d'une phrase si je ne peux pas dire dans quelles conditions telle phrase sera vraie ou pas vraie, eh bien, c'est que la phrase n'a pas de sens, n'a pas de dénotation. Enfin, plutôt, n'a pas de dénotation. Elle peut avoir un sens, mais pas de dénotation. Elle renvoie à rien. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, si on discute si on discute des propriétés, comme dans la théologie médiévale, des anges, par exemple, bon, il y a des traités entiers sur quelles sont les propriétés des anges dans la religion chrétienne. Eh bien, du point de vue, si vous voulez, du positivisme logique, on démontre avec ce type d'analyse du sens que ce sont des discours qui ne servent à rien. Puisque, au fond, enfin, pas qui ne servent à rien, mais qui, en tout cas, n'ont aucune valeur de science. Ce qui m'amène à dire que cette approche de la sémantique est une approche qui se revendique comme une approche scientifique du sens. Alors, pourquoi pas ? Le problème, c'est que certains des promoteurs de ce type d'approche, disons un peu trop zélés, ont tendance à considérer que du coup, toute autre approche du sens, n'étant pas scientifique, se résume à un pur et simple bavardage. Ce qui est évidemment une position tout à fait extrême. Alors, ce qu'ajoute Rastier à ce propos, c'est que, je le cite, la sémantique logique a bénéficié de l'essor du positivisme logique, c'est ce qu'on vient de voir, et souffre à présent de son discrédit. Bon, ça dépend dans quel milieu, cette affaire de discrédit, il faut voir. Son intérêt philosophique est grand, car la question de la vérité est un des thèmes majeurs de la métaphysique occidentale. En revanche, sa capacité descriptive reste faible et contraste avec la complexité des formalisations qu'elle emploie. Alors ça, évidemment, il faudrait aller plus loin pour que je vous le montre en détail, mais si vous voulez, dès qu'on met en œuvre un formalisme logique pour décrire les fonctionnements linguistiques, on met en œuvre des formalismes extrêmement compliqués pour décrire des choses qui linguistiquement sont complètement élémentaires. Donc c'est cela, si vous voulez, qui est visé ici, une faible capacité descriptive. On ne peut décrire avec ce type d'analyse que des choses relativement triviales du point de vue linguistique, avec des formalisations extrêmement lourdes. Et en tout cas, du point de vue de la description des textes, ça n'apporte rien. Cette approche logicienne, enfin cette sémantique logique, n'a rien à dire du tout au sujet des textes. Elle s'arrête vraiment à la phrase ou encore, à la limite, bien sûr, au lien entre des phrases, par exemple au lien anaphorique, mais ça n'ira pas plus loin. Deuxième type d'approche, la sémantique psychologique. Alors, Rastier fait la différence, comme je l'annonçais tout à l'heure, entre d'un côté ce qu'il appelle la sémantique psychologique et de l'autre côté la sémantique cognitive. Alors, ici, la sémantique psychologique est limitée au cas, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler la psycholinguistique ou la psychologie cognitive du langage. Alors, citons le passage. La sémantique psychologique définit la signification comme le rapport entre des signes et des représentations ou opérations mentales. Donc, il y a bien cette dimension mentale, cognitive. Elle s'est développée depuis la fin du XIXe siècle. On lui doit diverses théories des réseaux sémantiques, de la compréhension des textes et des modèles que requiert cette compréhension. La théorie qui a eu le plus d'influence en linguistique, notamment en linguistique cognitive, est la théorie de la typicalité, développée par Roche et ses collaborateurs. Alors, ici, ce qui est visé, c'est une sémantique psychologique assez expérimentale, au fond, qui procède, du point de vue méthodologique, de la même façon que les psychologues de la cognition,
c'est-à-dire avec des dispositifs expérimentaux où on fait passer des tests à des gens, on fait des mesures, etc. etc. Alors, l'exemple, je passe sur la diversité des modèles qui sont cités ici, un réseau sémantique, compréhension des textes. On va s'intéresser, et je vous en parlerai dans un cours suivant, au modèle de Roche, qui est ici appelé théorie de la typicalité, mais qui se nomme plus généralement aujourd'hui la sémantique du prototype. Eleanor Roche, c'est donc quelqu'un qui a eu du coup une influence majeure effectivement en linguistique cognitive. Et donc, si vous voulez, le fait que ce modèle de la sémantique du prototype ait un lien très fort avec la linguistique cognitive, c'est encore une raison pour qu'on ne se sente pas obligé de séparer ce que Rastier appelle ici la sémantique psychologique de la sémantique cognitive. Hein, simplement, la différence, c'est que pour Rastier, mais c'est une position à mon avis un peu excessive, il n'y a pas du tout de dimension expérimentale dans la sémantique cognitive. Alors, c'est assez vrai, mais ça tend à l'être de moins en moins. Alors, voyons donc comment est décrite ici la sémantique cognitive. La sémantique cognitive pourrait apparaître comme un développement de la sémantique psychologique, car elle définit la signification comme une représentation mentale. Alors, c'est précisément pour cette raison que je ne les sépare pas ici. Cependant, elle n'a pas défini d'objectifs ni de protocoles expérimentaux. Vous voyez, c'est la présence de protocoles expérimentaux qui, pour Rastier, fait une différence majeure entre la sémantique psychologique et la sémantique cognitive. Mais enfin, sur ce point, on n'est vraiment pas obligé de le suivre. Ses principaux animateurs sont des linguistes, par exemple Laikoff, Langacker, et elle procède d'une linguistique mentaliste qui rapporte tous les phénomènes linguistiques à des opérations mentales. La sémantique cognitive rencontre naturellement des problèmes philosophiques et s'oriente à présent vers des théories du sujet transcendantal. Bon, ça c'est un point de vue, disons, un peu partial peut-être, mais Ronald Langacker trace ce vaste programme. La sémantique linguistique doit alors entreprendre l'analyse structurale et la description explicite des entités abstraites comme les pensées et les concepts. Donc, si vous voulez, bon, vous verrez ça l'année prochaine parce que je fais un cours vraiment uniquement sur la linguistique cognitive, donc je ne vais pas développer ça cette année, mais simplement ce qu'on peut comprendre ici, c'est l'idée que la linguistique cognitive cherche quand même fondamentalement à savoir ce qu'il y a de commun chez tous les êtres parlants du point de vue cognitif. C'est-à-dire que, bien sûr, elle observe, elle s'intéresse à la diversité des langues, mais ça n'est pas tellement son objectif que de décrire cette diversité. Son objectif est plutôt d'essayer de trouver quels sont les mécanismes cognitifs fondamentaux que chacun utilise, quelle que soit la langue qu'il parle. Alors, vous comprenez qu'il y a là-dessous une hypothèse avec laquelle Rastier n'est pas du tout d'accord, c'est cette idée qu'il y aurait des mécanismes fondamentaux communs aux locuteurs des différentes langues. Pour certains théoriciens, à partir du moment où vous parlez une langue différente, vous avez forcément des mécanismes cognitifs différents. Et donc, il n'y aurait pas de mécanisme cognitif commun. Bon, alors, c'est précisément ce point qui fait débat disons, pas au sein de la linguistique cognitive, parce que la linguistique cognitive, et en particulier la sémantique cognitive, elle adopte clairement ce point de vue qu'elle cherche donc les mécanismes cognitifs centraux et communs à toute l'espèce humaine qui permettent le développement et l'exercice des capacités linguistiques. Mais bien sûr, on peut s'intéresser à l'inverse à ce qui différencie les êtres humains selon leur culture et selon leur langue. Oui, vous aviez une question. Oui, mais du coup, comment on peut vérifier la véracité de ce genre de théorie? Comment on peut considérer ça comme
comme autre chose que de la métaphysique, finalement, puisqu'il y a rien de démontrable, il n'y a rien... Ben si, quand même, oui. Enfin, je veux dire, ça reste, je sais pas, des constructions d'idées un petit peu, enfin, du coup, qui ne se donnent aucun fondement... Oui, alors, bien sûr, là, comme je le présente, ça a l'air d'être... Mais en réalité, il y a quand même des quantités d'observations gigantesques qui sont faites pour montrer que, par exemple, pour vous donner uniquement un exemple rapide, d'un de ces mécanismes cognitifs qui serait répandu chez tout le monde, selon Lakoff notamment, c'est lui qui a mis ça en place, c'est ce qu'on appelle la théorie des métaphores conceptuelles. Alors les métaphores conceptuelles, ça n'a rien à voir avec les métaphores au sens, disons, rhétorique du terme. Les métaphores conceptuelles, ce sont des automatismes conceptuels qui font qu'on perçoit l'abstrait dans les termes du concret, par exemple, et que notre vie conceptuelle, notre vie mentale est organisée de cette façon. Un exemple très simple de métaphore, la discussion, c'est la guerre. La discussion, c'est la guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on observe quels sont les mots utilisés pour parler d'une discussion dans plein de langues, on observe que très souvent, on dit des choses comme « j'ai combattu ton argument, j'ai bien défendu ma position, j'ai attaqué les positions d'autrui ». Autrement dit, on conceptualise une discussion qui est une chose abstraite dans des termes de quelque chose de concret qui est une guerre, une bagarre. D'accord ? Bon, un autre exemple qui est célèbre parce que Lakoff prétend que c'est cet exemple qui lui a donné l'idée de la théorie de la métaphore, c'est l'amour est un voyage. Avec cette idée que quand on parle d'amour, on dit qu'on est, par exemple, dans une impasse dans notre relation, on a bifurqué, etc. On partage ce chemin. Enfin bref, il y a toutes sortes d'expressions linguistiques qui montrent que cette métaphore a une certaine pertinence. Alors, bon, il y a un certain nombre de critiques qui indiquent qu'on peut trouver des cultures dans lesquelles la métaphorisation varie. Mais le principe même qu'il y ait une pensée métaphorique au cœur de la structuration de la vie conceptuelle, ça, c'est un des mécanismes fondamentaux qui est défendu par Lakoff. Donc, c'est fondé sur quand même toutes sortes d'observations. Mais du coup, c'est quand même fondé sur des observations, mais il ne peut pas y avoir si vous voulez, de preuves neurologiques, de choses comme ça? Oui, voilà, du coup, il n'y a pas de fondement matériel, même si finalement on se base sur des observations concrètes. Un peu quand même. Il commence à y avoir des études en IRM fonctionnel qui montrent que, c'est-à-dire des études, si vous voulez, qui observent un peu le fonctionnement du cerveau et qui montrent que, certaines zones motrices du cerveau vont être actives pour des processus lorsqu'on parle ou lorsqu'il est question de choses abstraites, tout simplement parce que ça veut dire qu'on met en œuvre des dimensions, disons, plus matérielles pour penser des choses plus abstraites. Et c'est pour ça qu'il y a cette dimension incarnée, embodied, comme on dit dans cette perspective. C'est-à-dire que c'est l'idée que la pensée n'est pas juste une activité abstraite, c'est une activité de votre corps. Et qu'on pense aussi avec son corps, pas juste avec les neurones. Enfin, les neurones, ce sont des éléments de votre corps. C'est pour ça que cette idée que la linguistique cognitive s'orienterait vers des théories du sujet transcendantal, c'est vraiment là, il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est très contestable, cette vision de la linguistique cognitive. Alors, voilà, là, vous voyez clairement le point de vue de Rastier sur la linguistique cognitive, qui est donc un point de vue très critique. Cela conduit la sémantique cognitive dans deux voies complémentaires qui sont à nos yeux deux impasses. La description de l'expérience mentale. Alors, on ne voit pas pourquoi la description de l'expérience mentale serait une impasse, mais bon, je crois que l'expérience mentale est réelle, qu'elle est susceptible d'une recherche empirique et d'une description réglée, qu'elle constitue l'objet naturel de la sémantique. Alors, que la sémantique cognitive cherche à décrire l'expérience mentale,
Hein. C'est-à-dire, pas seulement, c'est ça qui est compliqué, pas seulement la vie mentale à la troisième personne, mais aussi l'expérience mentale, c'est-à-dire l'expérience mentale à la première personne. C'est une chose qui, je ne vois pas en quoi on pourrait, par principe, dire que c'est absurde. Hein. En revanche, ce qu'on peut critiquer, c'est de dire que c'est de la sémantique, à ce moment-là. Et c'est un peu le point de vue de Rastier, qui considère qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'expérience mentale et pas au texte, on ne fait plus de la linguistique. Hein, on fait autre chose. Mais ça n'est pas de la linguistique et donc ça n'est pas de la sémantique. Pour la description des conditions, pour Mark Johnson, les structures sémantiques universelles conditionnent notre expérience et la formation de notre identité personnelle. Bon, il ajoute, ces postulats ne nous retiendront pas car nous nous préoccupons de la spécificité des langues et des textes. Hein. Donc vous voyez que on comprend bien pourquoi Rastier laisse de côté les sémantiques cognitives. C'est parce que ce n'est pas son problème. Lui, il s'intéresse au texte et donc et aux spécificités des langues, etc. Alors que les linguistiques cognitives s'intéressent plutôt au fonctionnement de l'esprit, au rapport entre le corps et l'esprit, et ne se désintéressent pas des textes, mais en tout cas, ça n'est pas leur objet premier. Et puis, enfin, la sémantique cognitive s'intéresse plus, comme je le disais tout à l'heure, à ce qui est commun entre les langues et entre les locuteurs des différentes langues aux différences, hein, et donc aux spécificités des langues et des textes. D'ailleurs, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que la linguistique cognitive ne s'intéresse pas tellement aux langues et aux textes, mais plutôt aux personnes qui parlent les langues ou qui rédigent ou qui comprennent les textes. Hein. Et plus exactement aux esprits des personnes qui... Oui ? Au fond, on peut dire aussi, dans la linguistique saussurienne, quand Saussure définit, on essaye de donner la différence entre le signifié et le signifiant, le point de départ de Saussure, c'est de dire le signifié, c'est l'image acoustique. L'image acoustique qui pourrait... Le signifiant, c'est l'image acoustique, oui. Oui, que les tables, en fait, ça n'a la rentrée agressive, certes, mais c'est celui, la personne qui entend, imagine ce qui se représente comme objet, à savoir la table, c'est ça ? Oui. Je veux dire, est-ce que la linguistique cognitive, comme elle s'occupe surtout par rapport à tout ce qui est représentation, processus, tout ça, en gros, alors c'est une linguistique, c'est un sens linguistique, c'est au sens de Saussure, je veux dire. Oui, alors, oui, je vois ce que vous voulez dire, c'est pas contradictoire. Là où vous avez raison, c'est que dans le cours de linguistique générale, il y a une phrase, je ne me souviens plus précisément, mais qui dit grosso modo, qui met dans la bouche de Saussure un énoncé du type tout est psychologique dans la langue. Hein. Mais comme les conditions d'élaboration du cours de linguistique générale sont un peu douteuses et on n'est pas sûr du tout que cela corresponde bien à ce que Saussure pensait, il est certain que pour quelqu'un comme Rastier, tout n'est pas psychologique dans la langue. Mais j'y reviendrai tout à l'heure sur ce point. Et d'ailleurs, on le voit déjà lorsque Rastier présente la quatrième perspective, qui est donc celle de la linguistique, de la sémantique linguistique, qui est dite autonome. Hein. Donc, cette notion d'autonomie renvoie à l'autonomie de la sphère sémiotique dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, c'est dire qu'il y a quand même, il y a plusieurs mondes. Hein. Il y a le monde externe, il y a votre corps et l'esprit, et puis il y a le monde sémiotique, le monde des signes, qui est un monde à part, hein, qui n'est fait ni de choses réelles ni de choses mentales, qui est vraiment un monde d'entités qui ont des propriétés différentes, à la fois des choses mentales ou des choses corporelles, et des choses du monde externe. Bien.
Alors, cette sémantique linguistique autonome, c'est la linguistique saussurienne qui est visée ici. Elle est issue de la linguistique structurale européenne, s'est développée peu à peu depuis le début du siècle. Elle définit la signification comme un rapport linguistique entre des signes et notamment entre des signifiés. Alors, cette notion renvoie ici à ce qu'on appelle dans la linguistique saussurienne la théorie de la valeur. Est-ce que certains d'entre vous ne savent pas ce que ça signifie? D'accord. On en reparlera à une autre occasion. Je ne vais pas le développer maintenant, mais je vous expliquerai. C'est, disons, pour le résumer en un mot, la théorie de la valeur, c'est l'idée que les signes se définissent non pas par des propriétés intrinsèques, c'est-à-dire un signe, c'est pas, par exemple, un signe comme un mot. Mettons le mot table. Les propriétés de ce signe, ce ne sont pas des propriétés internes intrinsèques du signe, ce sont des propriétés différentielles. C'est-à-dire, table existe en tant que signe, en tant qu'il s'oppose à bureau, chaise, tabouret, etc. Et donc, ce qui est mis en place ici, c'est une ontologie très particulière qui est une ontologie différentielle. L'ontologie du monde sémiotique, ce serait une ontologie différentielle. Les signes se définissent par leurs oppositions avec d'autres signes. Bon, mais je tâcherai de vous expliquer ça de manière plus complète plus tard, parce que, au fond, c'est une grande innovation du point de vue de l'histoire des idées, cette théorie saussurienne, une très grande innovation. Il n'est pas certain qu'on comprenne bien encore aujourd'hui quels en sont les enjeux. Alors, voyez le lien que Rastier fait avec la dimension mentale. Pour lui, les signifiés, donc je reprends la citation, les signifiés ont certes des corrélats psychiques, voire neuronaux, mais ces corrélats ne les définissent pas en tant que tels. Donc les signifiés, grosso modo les significations si vous voulez, en tant que tels, ils vont être définis par leur opposition avec d'autres signifiés, comme je le suggérais il y a un instant. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tant que tels, ils ne sont pas définis par leurs caractéristiques psychiques ou neuronales, qui sont nommées ici des corrélats. Alors pourquoi il dit corrélats? Parce que pour lui, ce sont des corrélats et pas des causes. C'est-à-dire que c'est juste qu'il y a une corrélation entre les événements psychiques mentaux et puis les événements sémiotiques, mais la relation n'est pas causale. Et là, il y a un grand fossé entre ce point de vue et le point de vue de la linguistique cognitive. Mais en tout cas, il y a une différence d'orientation du point de vue. Décrire les signifiés en considérant que leurs descriptions psychiques ne définissent pas les signifiés en tant que tels, c'est ouvrir une description d'un autre genre. Alors, un certain nombre d'auteurs contemporains, je dirais un tout petit mot tout à l'heure de la perspective qui a été introduite il y a longtemps maintenant par Bernard Potier. Des auteurs contemporains sont restés divisés sur des questions cruciales comme celle de l'autonomie de la sémantique, du statut conceptuel des unités minimales, etc. Cependant, une synthèse reste possible et nous en avons exposé les grandes lignes sous le nom de sémantique différentielle. Alors, vous voyez, vous retrouvez cette notion de différenciation, de différence qui est une caractéristique des signifiés. Vous voyez, je n'ai pas commenté jusqu'à présent le titre de cet article, de la signification lexicale au sens textuel, élément pour une approche unifiée. L'idée de Rastier dans ce texte, qui répond un peu d'une certaine façon au genre de questions que j'ai posées depuis le début de ce cours, c'est de dire il y a une façon unifiée de décrire le sens depuis le mot jusqu'au texte. Et cette façon unifiée, c'est la théorie différentielle du sens, c'est-à-dire la théorie saussurienne qui est fondée sur l'idée que les unités sémantiques se définissent par leur différence avec d'autres unités. Alors, ça marche très bien, c'est pas un problème du tout, on peut très bien décrire les mots comme ça, les phrases, les textes. Simplement,
le fait est que ça ne rend pas compte de la différence que l'on perçoit, bien évidemment, entre, comme je l'ai dit déjà beaucoup de fois, entre ce que signifie percevoir le sens d'un mot, percevoir le sens d'une phrase, d'un texte. Ce ne sont pas du tout les mêmes types d'expériences mentales, et on ne peut pas considérer que c'est le même facteur de sens qui soit en jeu dans toutes ces situations. Alors, dernière citation qui vous indique que, au fond, selon les spécialités, selon les perspectives, on va travailler des problèmes différents. Selon les disciplines, les diverses problématiques que nous venons d'évoquer sont inégalement développées. En informatique et en intelligence artificielle, la sémantique formelle est traditionnellement la mieux connue et la plus utilisée. Donc ça, c'est incontestable. Hein, les gens qui font de l'informatique et qui ont besoin de faire de l'informatique linguistique, la majorité de ces chercheurs et de ces ingénieurs travaillent à partir des modèles formels. Ils ont besoin de choses qu'on peut calculer et qu'on peut implémenter dans les ordinateurs. Donc forcément, ils s'attachent à des descriptions qui sont mathématisées. Dans l'ensemble des recherches cognitives, la sémantique psychologique constitue la référence dominante. Bon, bien sûr, hein, c'est évident que dans le domaine des recherches cognitives, on va s'appuyer plutôt sur des descriptions mentales des processus linguistiques. Et puis, sa sémantique à lui, la sémantique différentielle, reste en revanche peu connue dans ces domaines, sinon par des approches partielles ou des auteurs isolés. Elle s'est cependant montrée apte à traiter des textes, y compris en linguistique de corpus, car elle ne définit pas la signification par les relations entre le texte et d'autres réalités non linguistiques. Alors, ce qui est visé ici, c'est à la fois la réalité non linguistique qu'est le monde extra-linguistique, les ontologies, et la réalité non linguistique qu'est la réalité mentale. Cependant, elle n'exige pas le recours à une psychologie ni à une ontologie. Partant, donc par conséquent. Elle n'exige pas le recours à une psychologie comme la sémantique cognitive, ni à une ontologie comme la sémantique formelle. Bon, et d'ailleurs, Rastier a quelqu'un qui a travaillé effectivement en linguistique de corpus. Il a travaillé sur des problèmes. Un de mes collègues qui a travaillé avec lui il y a quelques années avait mis en place un logiciel de détection des sites racistes, par exemple. Bon, donc il y a des applications informatiques possibles. Donc ça n'est pas parce que, et puis de même en linguistique cognitive, hein, ça n'est pas parce que actuellement l'informatique et l'intelligence artificielle utilisent en priorité des modèles qu'elle peut facilement utiliser, faire des calculs, des statistiques, des choses comme ça. La linguistique informatique utilise beaucoup de modèles mathématisables, hein, qui sont parfois pas du tout linguistiques, par exemple simplement statistiques. Hein. On fait des statistiques sur des récurrences de mots, ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait 1 heure de cours de linguistique pour ça. Hein. Il suffit de savoir ce que c'est qu'un mot. Bon, cela dit, c'est une question compliquée, mais disons, si on dit qu'un mot c'est une suite de caractères séparés par des blancs à droite et à gauche, ça suffit à un informaticien pour savoir ce que c'est qu'un mot. Hein. Bon, à partir de ça, on peut fabriquer des machines, on peut améliorer un peu, mais d'une manière rudimentaire, des logiciels de traduction automatique. Bon, sachez qu'il y a des enjeux économiques absolument gigantesques dans la linguistique informatique. Hein. Le traitement automatique et informatique du langage, c'est un enjeu industriel considérable. Considérable. Et aujourd'hui, on en est à l'âge de pierre. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à peine à utiliser des méthodes qui sortent un peu des méthodes purement formelles, qui ont montré un peu leurs limites quand même. Parce que calculer des statistiques sur des textes, ça permet de moins bons résultats que lorsqu'on n'entre dans les ordinateurs des propriétés linguistiques des langues. Bon, bref, je ne peux pas développer ce point. Donc, pour terminer sur le point de vue de Rastier, il a aussi développé des modèles, un modèle, donc, enfin,
disons plutôt son modèle permet aussi de développer des choses en linguistique de corpus et en linguistique informatique, et puis d'analyser des textes. D'ailleurs, je crois que je vous avais déjà donné quelques exemples de cela. Alors, pour terminer et conclure cette partie théorique du cours, on a vu donc qu'il y a trois types de rapports qui vont caractériser, qui caractérisent la sémantique. Une sémantique logique qui est fondée sur le rapport entre langage et réalité, et donc qui a besoin d'ontologie, c'est-à-dire de description de la réalité pour elle-même, indépendamment du langage, et qui établit ensuite des sortes de bijections, enfin des sortes de liens directs entre langage et réalité. Une sémantique psychologique et cognitive qui s'intéresse au rapport entre le langage, l'esprit et la réalité, mais surtout au rapport entre le langage et l'esprit. Et enfin, la sémantique linguistique qui s'intéresse au rapport interne entre les signes. Alors, comme on l'a vu également, ces niveaux d'analyse du sens conduisent, au fond, à des spécialisations différentes. On ne peut pas dire du tout, et c'est cela que je voudrais aussi vous faire sentir ici, c'est que il n'y a pas une approche qui est meilleure qu'une autre, une qu'il faudrait abandonner, et qui est désuète, etc. Ces trois approches sont des approches qui sont légitimes pour certaines questions. Certaines approches sont plus adaptées à certaines questions. Donc, l'approche selon laquelle on va décrire plutôt des choses fondées sur la référence, donc l'approche de la sémantique logique. Elle va avoir comme unité privilégiée plutôt les phrases. Bon, elle peut s'appliquer aux mots, mais c'est plutôt la phrase et les conditions de vérité des phrases qui l'intéressent. Et, comme on l'a vu, elle va avoir comme application majeure l'industrie, c'est-à-dire l'informatique linguistique, parce qu'elle développe des formalismes qui sont, pour l'instant, faciles à mettre en œuvre avec les connaissances informatiques dont on dispose. Bon. Donc c'est une... D'ailleurs, je vous avais montré, je crois, un exemple de manuel de sémantique formelle, un manuel américain, un handbook de sémantique formelle, qui montre que c'est une approche tout à fait vivante, actuelle, et il y a des tas de chercheurs dans le monde qui travaillent à améliorer les outils, les modèles, et puis à vérifier informatiquement si ça marche bien, etc. Donc ça, c'est un certain point de vue qui va donc pouvoir être appliqué dans l'informatique linguistique, et qui, c'est clair, là, c'est une chose qui est certaine, c'est que si ça s'intéresse un peu aux phrases et aux mots, pas du tout au texte en revanche. Sauf au texte conçu comme une simple succession de phrases. Ensuite, le sens qu'on pourrait appeler exprimé, qui serait celui de la sémantique linguistique, donc celle que développe Rastier, et qui s'intéresse au rapport interne à la langue. Donc là, les unités privilégiées, ce sont les textes. Pour Rastier, l'unité linguistique de base, c'est le texte. Et on analyse les phrases toujours dans un contexte. Les mots sont dans un contexte. Pour Rastier, par exemple, on en parlera plus tard de la polysémie, mais la question de la polysémie, c'est-à-dire le fait qu'un mot ait plusieurs significations possibles, ça n'est pas du tout un problème pour lui. Ça n'est pas une question de linguistique intéressante. Parce que dans un contexte donné, quand on prend un texte, un mot, il est très rarement polysémique. Il a le sens qu'il a dans le contexte, c'est tout. Donc l'unité privilégiée, c'est le texte. L'application majeure, c'est l'analyse des textes, mais je vous le disais tout à l'heure, ça peut avoir aussi, cette analyse des textes peut aussi avoir des conséquences et des applications informatiques. Et puis enfin, le sens communiqué, disons, parce que dans la linguistique cognitive, le sens est quand même vu à travers une sorte de théorie de l'information, qu'on communique du sens à quelqu'un, avec peut-être une conception non naïve de la notion de communication, mais passons. Donc c'est la sémantique psychologique et la sémantique cognitive. Ici, les unités privilégiées, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les constructions. Alors le concept de construction est un peu,
pas le décrire maintenant, mais c'est un concept général qui regroupe aussi bien les mots, les phrases, les textes, enfin, tout ce qui a une structuration en quelque sorte. Les constructions, ce sont des couples forme-sens qui peuvent avoir n'importe quelle taille. Donc là, si vous voulez, du point de vue de la diversité des unités étudiées, il est clair qu'en sémantique cognitive, on s'intéresse à tous les niveaux d'analyse. Aussi bien le mot, la phrase, le texte. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de chercheurs en linguistique cognitive ou en psychologie cognitive qui s'intéressent à la façon dont, par exemple, pour vous parler d'un projet de recherche qui vient de se terminer, de quelqu'un qui fait ça à l'Institut Nico, l'enjeu est de savoir comment les émotions qui sont produites par une fiction diffèrent des émotions qui seraient produites par une réalité équivalente à ce qui est décrit dans la fiction. Donc cette idée qu'en lisant un texte, on a bien sûr des émotions qui sont liées à la description de la réalité, mais qu'en réalité, il y a des propriétés du texte et de notre attitude face au texte qui font que ces émotions sont probablement d'une nature un peu différente. Donc voilà, lire un texte, c'est soumettre votre corps d'une certaine façon à une certaine contrainte et vous réagissez. Voilà. Bon, c'est une façon très novatrice au fond, quand même, d'approcher les textes par rapport disons, aux analyses littéraires traditionnelles pour lesquelles j'ai le plus grand respect, bien entendu, mais du coup, ce qui est disons un peu attractif dans toute cette dimension de la sémantique cognitive, c'est qu'elle a ouvert des perspectives de recherche tout à fait nouvelles, enfin, une façon de travailler sur des objets comme les textes ou même les mots, une façon de travailler complètement différente. Donc après, que ça donne des résultats valables ou pas, ça reste à voir, mais en tout cas, on développe une forme de recherche qui est assez différente. Ce qui est certain, enfin, et je terminerai la première partie du cours là-dessus, c'est que, et là Rastier a raison, les langues en elles-mêmes, ça ne les intéresse pas tellement, les gens qui font de la sémantique cognitive. Ce qui les intéresse, c'est pas de décrire les langues ou de s'intéresser, je ne sais pas, comme certains linguistes, aux langues en danger, à ce genre de problème. Ce qui les intéresse, c'est de connaître l'esprit humain. En fait, de savoir, ils s'intéressent aux langues, pas pour les langues, mais pour savoir comment pense l'être humain. C'est ce qui revient, constamment chez tous les grands auteurs américains de ce courant, Lakoff, Langacker, Turner, Talmy, enfin bref. Tous disent, nous ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment l'être humain pense, comment il interagit avec le monde, avec autrui, avec son corps, etc. Et en quoi sa pensée est à la fois fondée au sens de... Enfin, grounded, vous voyez, le truc, vraiment, le fondement dans ce sens-là, fondé à la fois dans les activités sensorimotrices du corps, dans une réalité sociale, et dans la réalité sémiotique des langues. Mais vous voyez que la réalité sémiotique des langues, c'est-à-dire les contraintes parce qu'au fond, une langue, c'est quoi? C'est quand même une contrainte sur votre façon de penser, une certaine contrainte, vous êtes obligé de passer dans certains tuyaux lorsque vous parlez une langue pour dire quelque chose. Bien, d'une certaine façon, pour la linguistique cognitive, ça n'est qu'un des facteurs parmi les autres, les facteurs sociaux, culturels, etc. Donc on voit bien que ça n'est pas la description des langues elles-mêmes qui les intéresse, mais vraiment de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Bon, alors, ok, on peut dire, c'est pas ça la linguistique. La linguistique, c'est de s'intéresser aux langues pour elles-mêmes, point. Bon. Moi, je veux bien, mais je considère quand même que ça n'est pas une interrogation tout à fait condamnable que de se dire je travaille sur le langage pour savoir comment fonctionne l'esprit humain.
Voilà, alors on va faire une petite pause. Simplement, avant, je voulais vous dire que j'arrête ici la partie vraiment théorique du cours. Et pour l'examen, sur cette partie-là, les questions seront forcément des questions de cours. Hein. Je vous demanderai de réexpliquer une notion que j'ai déjà expliquée ou de commenter une citation que j'ai donnée. Enfin, il n'y aura rien comment dire, il n'y aura pas de surprise. Je vais vous interroger sur quelque chose dont je vous ai parlé ou qui est dans un des textes que je vous ai dit de lire ou pour lequel j'ai mis un lien hypertexte dans le cours. Hein. Donc normalement la connaissance du cours suffit et voilà. En revanche, dans la deuxième partie du cours qu'on va commencer un peu aujourd'hui et qu'on va continuer plus tard, il y aura, ça se prêtera, vous verrez, plus à des exercices, à des observations de mots et à des choses comme ça. D'accord ? On fait une petite pause alors. Donc nous allons commencer une partie qui va nous prendre un certain temps, que j'ai intitulé « Éléments de sémantique lexicale ». Alors pourquoi j'ai choisi de travailler plutôt sur la sémantique lexicale que sur la sémantique grammaticale, phrastique ou textuelle? Eh bien, tout simplement parce que, non pas parce que j'estime que c'est le niveau le plus important, etc., pas du tout, c'est simplement parce que d'un point de vue, si vous voulez, pédagogique, c'est à partir de la description du lexique que l'on sollicite le plus facilement les concepts majeurs de la description sémantique des langues. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, en partie, ce cours va devenir une sorte de cours de vocabulaire pour vous apprendre un certain nombre, pour vous apprendre la signification et le maniement d'un certain nombre de concepts techniques de la sémantique, comme les notions de polysémie, de dénotation, de catégorisation, d'unité lexicale, enfin ce genre de choses, de dérivation, composition, préfixation, suffixation, enfin ce genre de choses que vous avez peut-être déjà rencontrés à l'occasion de vos études de linguistique. Simplement, ici, on va essayer de les cerner aussi clairement que possible. Donc, je vais d'abord définir un peu le champ dans les deux premiers points, en définissant le périmètre de la sémantique lexicale, d'abord par différenciation avec la sémantique grammaticale. Ensuite, on verra ce que c'est qu'exactement une unité lexicale, hein, ce qui n'est pas forcément évident. On décrira, ça ce sera assez rapide, les différentes facettes ou les différents composants de cette unité lexicale. Et ensuite, là, ce sera une partie assez lourde et importante sur à quoi ça sert une unité lexicale. On verra que ça sert à effectuer des opérations de dénomination, de catégorisation, et puis qu'il y a un paramètre très important qui est celui de la polysémie. Et enfin, on s'intéressera à la formation d'unité lexicale, c'est-à-dire est-ce que on a affaire à des mots qui sont des unités morphologiquement simples, ou est-ce qu'elles contiennent des éléments composants qui permettent de calculer le sens du mot, tout au moins de prévoir le sens du mot. Et à cette occasion, on parlera un peu d'ailleurs des mots nouveaux 2016 du petit Robert. Alors, d'abord, sémantique lexicale par opposition à la sémantique grammaticale. Je suppose que si je vous demandais quelle est la liste des mots lexicaux, vous me diriez tous, ce sont voilà, les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes. Alors d'abord, qui n'est pas d'accord avec cette idée que la sémantique lexicale, c'est la sémantique des mots lexicaux et que les mots lexicaux sont les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes? Est-ce que ça vous choque, ça? Oui? D'accord. On reparlera après des morphèmes, mais pour l'instant on utilise une terminologie courante, hein, le mot lexical, mot grammatical,
Donc, nom, tout le monde sait ce que c'est qu'un nom, un verbe aussi, un adjectif aussi. Un adverbe, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce que vous direz comme exemple d'adverbe? Hein? Souvent, ouais. Vous disiez quoi? Ouais, toujours, rarement. Bon, en français, les adverbes, il y a plein d'adverbes en ment, hein. Rapidement, lentement, des adverbes fabriqués à partir d'adjectifs. Donc, du coup, les mots grammaticaux, ou les morphèmes, mots et morphèmes grammaticaux, c'est ce qui reste, hein, c'est-à-dire dans la classification des parties du discours, les déterminants, donc article, type le là, déterminant possessif, mon chien, déterminant démonstratif, ce chien, déterminant numéro, 3 chiens, enfin bref, tous les déterminants. Les conjonctions, donc type conjonction de subordination, que, si. Hein, alors si dans je me demande si tu viendras demain, pas le si de il est si grand qu'il ne passe pas par la porte, hein, mais enfin, quoique si dans ce cas-là, il est si grand, point d'exclamation, ça c'est pas une conjonction. Donc il y a les conjonctions aussi de coordination, hein, vous savez bien, est, mais, enfin est en particulier, le est, et. Les pronoms. Les pronoms, donc pronoms personnels du type je, tu, il, pronoms possessifs, le mien, etc., etc. Les prépositions, les plus fréquentes en français sont à et de, hein, à, de, pour, en, etc. Et puis ensuite, ce qu'on appelle les morphèmes flexionnels et les morphèmes dérivationnels, qui sont aussi des... Alors ce ne sont pas vraiment des mots, hein, là, puisque ce sont des parties de mots. Oui. Donc les morphèmes flexionnels, ce sont les morphèmes de genre, de nombre. Le S au pluriel, le E qu'on va ajouter pour certains, la formation de certains féminins. Et puis les morphèmes dérivationnels, ce sont les préfixes, les suffixes, par exemple. Bon. Donc ça correspond, si vous voulez, à la description grammaticale habituelle. C'est grosso modo juste, ça pose un petit problème à cause des morphèmes, mais bon. Seulement, ça se heurte aussi à un certain nombre de cas intermédiaires. Et ce que je vais essayer de vous montrer là, c'est que cette frontière entre mots lexicaux et mots grammaticaux n'est pas aussi nette qu'elle paraît parfois. Alors, bien sûr, lorsqu'on enseigne la grammaire au collège, on n'entre pas dans les cas compliqués, etc. Et c'est normal qu'on fasse cette différence entre les mots grammaticaux et les mots lexicaux. C'est juste au niveau des adverbes, au niveau scolaire, qu'on va avoir des problèmes. À cause, par exemple, d'un adverbe comme si. Hein, comme je disais tout à l'heure. Il est si grand, point d'exclamation. Pourquoi ça pose un problème, un adverbe comme si? Eh bien, parce que l'intuition qui est sous cette distinction entre les mots grammaticaux et les mots lexicaux, c'est cette intuition que les mots lexicaux, ils décrivent quelque chose. Hein, une table, dans le monde réel, on voit ce que c'est. Un adjectif comme blanc, rouge, on voit à quoi ça correspond. Ça correspond à une expérience. Un verbe aussi, ça correspond à une action, marcher, danser, dormir, etc. Un adverbe comme rapidement, de façon rapide, ça renvoie à un adjectif. De toute façon, les adverbes en moment, ils renvoient à des adjectifs. Mais un adverbe intensif comme si, pourquoi on le considérerait comme un mot lexical alors que, au fond, bon... il n'a pas une valeur lexicale identifiable, puisqu'il sert juste à exprimer l'intensité. Hein. Après tout, ça n'est pas tellement différent d'un déterminant qui comme beaucoup d'eux, qui exprimerait le grand nombre. Bien. Alors ça, c'est le problème le plus visible, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Alors, pour les noms, il y a le problème de la grammaticalisation. Bon, ce qui est un grand problème de la linguistique contemporaine, c'est la grammaticalisation, c'est-à-dire comment, dans le cours de l'histoire, des mots lexicaux deviennent des mots grammaticaux. Alors, le cas le plus célèbre, c'est l'exemple de la négation, pas, qui était un nom. Hein.
issu du latin, passum, etc. Mais en dehors de ces exemples purement de linguistique historique, parce que ça c'est un phénomène très général, hein. Toutes les langues connaissent des cas de grammaticalisation, c'est-à-dire des cas où des mots lexicaux deviennent des mots grammaticaux. Donc ça, ce phénomène très classique, très connu de l'histoire des langues, montre qu'il n'y a pas de frontière étanche entre mots grammaticaux et mots lexicaux, hein. Mais il y a d'autres cas. Par exemple, si vous dites je me pose une foule de questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me pose beaucoup de questions. Or, beaucoup de, c'est un déterminant. Comme je me pose des questions, je me pose certaines questions. Mais là, c'est un déterminant. Donc, une foule de a un statut de déterminant. Et c'est un déterminant qui contient un nom à l'intérieur. Hein, foule. Donc, vous voyez qu'ici, le nom fait partie d'une expression globale qui a une valeur de déterminant. Donc ça devient un mot grammatical, finalement. Dans le cas des verbes, la plupart du temps, les verbes sont des noms, sont des mots lexicaux, hein, comme marcher, penser, etc. Mais quand vous prenez les auxiliaires, comme faire, par exemple, il a un sens. Alors, dans certains cas, faire peut avoir le sens de fabriquer, hein, mais dans beaucoup de cas, je ne sais pas, si vous l'utilisez comme factitif, par exemple, je fais construire une maison, vous ne faites pas quelque chose. Enfin, donc, il y a, et pour la plupart des auxiliaires, le problème est le même. Le verbe en lui-même, l'auxiliaire, a une valeur beaucoup plus grammaticale que lexicale. Je ne sais pas, prenez tout bêtement le passé composé, il est sorti, vous avez sortir, conjugué au passé composé, avec l'auxiliaire être. Bon, le sens de il est sorti, il est porté par sorti, par le verbe sortir. Mais le est là-dedans, le verbe être, il a une valeur purement grammaticale, il sert à conjuguer le passé composé. Pourtant, c'est un verbe. Donc, on le met dans la catégorie des mots lexicaux. Mais quand il est employé comme auxiliaire, ça devient un mot grammatical. Donc, vous voyez, dire que tous les verbes sont dans les mots lexicaux, ça pose un problème, parce que ça ne marche pas avec les auxiliaires. Pour les adjectifs, alors, bon, je note ça juste comme ça. Aujourd'hui, la nomenclature grammaticale officielle qui est, disons, préconisée par l'éducation nationale demande qu'on parle de déterminants possessifs, déterminants démonstratifs, etc. Mais pendant longtemps, on a parlé d'adjectifs possessifs, d'adjectifs démonstratifs, et un certain nombre de gens utilisent encore cette expression. Alors, si on utilise adjectif possessif pour dire mon chien, du coup, ça devient un mot grammatical, et du coup, l'adjectif devient un mot grammatical autant qu'un mot lexical, hein. Bon, seulement le problème normalement ne se pose pas parce qu'aujourd'hui on vous incite, si vous êtes enseignant, à parler plutôt de déterminants. Des adverbes, je le disais tout à l'heure, comme si ou très, sont des mots grammaticaux, hein. On verra tout à l'heure que le mot bien, dans certains emplois, fonctionne aussi comme mot grammatical. Donc vous voyez que pratiquement tous les mots lexicaux, c'est peut-être un petit peu moins vrai des adjectifs, mais bon, on pourrait trouver des exemples. La plupart des mots lexicaux peuvent aussi fonctionner comme des mots grammaticaux. Donc, voilà. Alors, l'inverse est également vrai, hein. C'est-à-dire que l'exemple que j'ai donné avec une foule de se renverse. C'est-à-dire que les déterminants sont des mots grammaticaux, d'accord, mais en fait, dans le cas de déterminants complexes, qui sont très nombreux, hein, une foule de, une masse de, une troupe de, un groupe de, etc., vous avez un nom lexical à l'intérieur, donc qui brouille la distinction lexicale-grammaticale. Les conjonctions, comme les conjonctions de subordination, hein, parce que, par exemple, c'est clair, c'est un mot grammatical, parce que. Mais si vous dites à condition que, vous avez une locution conjonctive qui contient un nom à l'intérieur, et à condition que évoque bien l'idée d'une condition, donc n'a pas un sens
n'a pas seulement un sens grammatical, a aussi un sens, disons, au même titre que les mots lexicaux. Les pronoms, c'est un peu la même chose. Il y a un certain nombre de locutions pronominales. Il y a une coquille, là, je corrigerai. Les prépositions, locutions prépositionnelles. Vous voyez, une préposition comme de ou à, son sens, on peut pas c'est très difficile à décrire, c'est très abstrait. Donc, on le classe spontanément dans la catégorie des mots grammaticaux. Mais à cause de, vous avez le mot cause, en dépit de, etc. Donc, vous avez des locutions prépositionnelles qui posent problème. Le seul cas qui est clairement grammatical, ce sont le cas des morphèmes flexionnels, hein. Les morphèmes de genre, de nombre, les morphèmes de temps aussi, hein, sont des morphèmes clairement flexionnels. Bon, avec, pour les temps verbaux, le cas limite des auxiliaires dont je parlais tout à l'heure. Et puis, les morphèmes dérivationnels, préfixes, suffixes, sont en général des mots grammaticaux, mais il y a des cas limites, comme euro, par exemple, si vous dites eurodéputé, etc. Euro fonctionne d'une certaine façon, on peut le décrire comme un préfixe, mais il a une valeur très clairement lexicale, parce qu'il existe en tant que mot indépendant. Bien, donc vous voyez que la frontière entre mots lexicaux et mots grammaticaux est plus compliquée que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord, ce qui n'empêche pas quand même, hein, je veux dire, là je complique un petit peu la donne, mais malgré tout, à part le cas des adverbes d'intensité, la description traditionnelle reste globalement valable, hein, pour les niveaux élémentaires d'apprentissage. Je veux dire que ce serait absurde, parce que avant de comprendre des choses compliquées, il faut d'abord avoir des repères un peu prototypiques, quoi. Donc, alors, on peut trouver quelques critères pour distinguer les mots grammaticaux des mots lexicaux. Bon, les mots lexicaux sont en inventaire limité au sens où on peut créer des mots nouveaux, hein. Bon, mais on n'en crée pas toutes les 5 minutes, donc c'est un inventaire qui n'est pas clos, mais qui est tout de même limité. Tandis que les mots grammaticaux, le nombre des mots grammaticaux est clos, sauf dans le cas des locutions, hein. Les locutions, on peut en créer de nouvelles. Dans leur fonctionnement, je prends d'abord ça, dans leur fonctionnement, on peut dire que les mots lexicaux, c'est ce qui correspond à l'intuition dont je parlais tout à l'heure, sont des unités qui ont un sens référentiel, c'est-à-dire un sens plutôt descriptif. Ça décrit des choses ou des événements qu'on peut mettre dans des classes, hein. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur la notion de dénotation. Un mot lexical, ça décrit quelque chose qui permet de classer, de mettre des éléments de réalité dans cet ensemble. Par exemple, le mot chaise va décrire un ensemble de choses qu'on peut appeler les chaises. D'accord ? Alors que, donc, ce sont des unités autonomes qui ont un sens référentiel, alors que des mots comme le, à, un, etc., eux ne correspondent absolument pas, ce sont des mots qui ne peuvent pas être décrits comme référents à des ensembles de choses. Hein, ils se décrivent plutôt comme des marqueurs de relation ou alors comme ayant un sens instructionnel. C'est-à-dire que les mots grammaticaux vont donner des instructions pour combiner les sens référentiels portés par les mots lexicaux. Alors, bien sûr, il y a la syntaxe aussi, simplement l'ordre des mots, par exemple, qui joue ce rôle-là. Mais il y a aussi ces mots qui ont un sens instructionnel. Bon, je passe sur le fait que certains mots lexicaux ont aussi un sens instructionnel pour ne pas compliquer la donne. Donc, du coup, on arrive à cette idée que dans la description sémantique, et c'est une expression qui est utilisée par certains linguistes, les mots lexicaux sont perçus comme sémantiquement pleins,
tandis que les mots grammaticaux sont perçus comme sémantiquement vides. Alors, c'est un peu maladroit de dire vide, bon, ça a été utilisé notamment par Thénière, un linguiste, cette opposition entre mot plein et mot vide, mais mot vide, ça donne l'impression qu'ils n'ont aucun sens, hein, alors qu'ils ont un sens, mais un sens grammatical, c'est-à-dire un sens instructionnel. Donc on peut dire qu'ils sont légers sémantiquement, c'est-à-dire qu'ils ont un sens qui est abstrait, parce que ce sens est instructionnel, alors que les mots lexicaux sont des mots lourds ou pleins. Alors l'opposition subduit et non subduit renvoie à la linguistique de Gustave Guillaume, qui utilisait le concept de subduction pour dire qu'un certain nombre de mots, les mots grammaticaux, sont évidés sémantiquement, alors que les mots lexicaux ne le sont pas. Et ce concept de subduction est très utilisé, très utile pour expliquer les phénomènes de grammaticalisation, justement, pour comprendre comment un mot lexical devient un mot grammatical. C'est par ce processus de subduction, c'est-à-dire d'évidement sémantique, il devient de plus en plus abstrait. Par exemple, si vous voulez, entre le verbe être, on peut décrire le verbe être comme ayant des sens, je veux dire, il a un sens plein, le verbe être. Quand je dis je pense donc je suis, ça veut dire être, ça veut dire exister. Donc là, c'est le sens plein. Mais quand c'est être au sens employé comme auxiliaire, cette idée d'exister a subi un évidement sémantique tel qu'il arrive à un sens très abstrait. De même pour avoir. Avoir, ça peut signifier posséder, au sens plein, mais quand c'est un auxiliaire, il a un sens subduit, évidé sémantiquement, qui le rend grammatical. Bien. Alors, maintenant, voyons un petit exemple et puis une ou deux descriptions un peu plus précises de cette frontière entre le grammatical et le lexical. Là, j'ai pris un article de Bernard Victory. Alors, voici ce qu'il dit avec l'exemple de bien. Dans le cas de bien, par exemple, ce découpage, donc il s'agit du découpage entre le lexical et le grammatical, ne correspond pas à une classification sur une base sémantique. On aurait plutôt tendance à opposer du côté lexical la valeur de possession, donc un bien, de satisfaction, ça fait du bien, la valeur éthique que l'on retrouve dans le nom faire le bien ou dans l'adjectif c'est un type bien, et certains emplois adverbiaux. Il s'est bien comporté, donc vous voyez une valeur morale, là, éthique ou morale. Et du côté grammatical, on aura plutôt les valeurs de degré. Il a bien bu, renforcement d'assertion, c'est bien son écriture. De concession, j'écrirais bien, mais etc. Vous voyez, donc là, on a cette idée, vous voyez, on a le mot bien, si je vous pose comme ça, hors contexte, est-ce que le mot bien, c'est un mot grammatical ou lexical ? Vous aurez tendance à me dire, bon, bien, c'est plutôt un adverbe, donc ça va être lexical. Bon, d'abord, c'est pas forcément un adverbe, parce qu'on a vu, ça peut être un nom, le bien, faire le bien, mais surtout, il y a des emplois qui sont quasiment, qui sont vraiment grammaticaux, comme il a bien bu, c'est bien son écriture. C'est bien son écriture, le sens de bien, le sens de base de bien, dans c'est bien son écriture, vous voyez qu'il est complètement perdu. Ça veut dire, quand je dis c'est bien son écriture, ça veut dire c'est son écriture, et le bien ajoute une nuance du type j'en suis certain, c'est ma conviction, j'en ai la preuve, vous voyez ? Donc, ça n'apporte rien au sens. Ça dit quelque chose de la formulation. Mais du coup, si vous remplacez bien par effectivement, ça vous montre qu'un adverbement peut aussi avoir une valeur purement grammaticale. Alors, on peut, toujours en suivant Victory, retenir ces deux principes. D'une part, l'idée que la distinction entre lexical et grammatical, ça n'est pas une distinction en tout ou rien. C'est vraiment un axe continu. Les mots sont plus ou moins lexicaux ou plus ou moins grammaticaux. Donc, c'est un continuum et selon le... Et puis bon, deuxièmement, ce continuum dépend des emplois. C'est-à-dire que un mot
n'est pas forcément condamné à appartenir à telle ou telle partie du discours grammatical ou lexical. Selon ses emplois, il peut basculer d'un côté ou de l'autre de ce fameux continuum entre le lexical et le grammatical. Hein, c'est ce qu'on a vu avec bien, par exemple. Donc, l'idée générale, ce sont, à mon avis, les deux principes les plus importants à garder à l'esprit sur cette distinction. Hein. D'une part, l'idée que la distinction n'est pas une distinction binaire, qu'il y a un continuum, et d'autre part que le caractère grammatical ou lexical d'un mot dépend de son emploi. Alors, bien sûr, dans l'ensemble des mots d'une langue, il y a des mots qui se prêtent très peu à des changements de catégorie. Je veux dire que, je sais pas, les articles, par exemple, un mot comme le se prête très difficilement à devenir un substantif, par exemple, où on ne voit pas bien, enfin, à part dire ton le est mal écrit, bon, ok, mais le peut désigner l'écriture ou le bon. Mais à part des cas très marginaux comme cela, il y a un certain nombre de mots qui sont très peu propices à cette variation entre le lexical et le grammatical. Donc ça veut dire que cette distinction est quand même une polarité assez stable, hein, assez claire. Ça ne veut pas dire que tout est mélangé. Il y a bien un pôle grammatical, un pôle lexical dans les langues. Un certain nombre de mots sont exclusivement lexicaux, d'autres exclusivement grammaticaux. Inversement, un mot comme table, je vois difficilement comment on pourrait le transformer en mot grammatical. Bien, donc il y a quand même bien une polarité entre le lexical et le grammatical qui existe dans les langues et qui est nécessaire pour la distinction entre le sens descriptif, disons, et le sens instructionnel. Mais il y a des mots un peu intermédiaires et des cas intermédiaires qui donc obligent à prévoir des cas limites. Bien. Alors, je vais la prochaine fois donc m'intéresser au problème du figement. Je ne vais pas le commencer maintenant parce que ça va nous prendre trop longtemps. Et ça ne sert à rien que je coupe en plein milieu. Je vois que l'heure est déjà avancée. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu là ? Je crois me souvenir qu'il y avait deux types de dérivations lexicales, qu'il y avait des dérivations grammaticales et des dérivations ainsi. Oui, alors la question de la dérivation, on la verra en détail hein, quand on travaillera sur la formation des mots, hein, sur la composition. Voilà, eh bien merci de votre attention et donc à la semaine prochaine.